Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister vise à célébrer la journée nationale du souvenir des victimes héros de la déportation et celle du 8 mai 1945, date à laquelle prenait fin le second conflit mondial par une capitulation de l'un des belligérants et marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Cette cérémonie revêt une importance particulière pour notre pays car elle symbolise la fin d'une période sombre de l'histoire de France et de l'Europe. Cette cérémonie sera l'occasion de rappeler la nécessité de préserver la paix et de promouvoir les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont les piliers de la République. Nous procéderons à la présentation au drapeau, à la lecture du message officiel, au dépôt de gerbes, suivi des interventions de M. Sylvain Carrière, député de la 8e circonscription de l'Hérault, M. Houssen Bourgi, conseiller régional d'Occitanie, sénateur de l'Hérault, et de M. Michel Arouy, maire de Frontignan-la-Pérade. Honneur au drapeau. Dépôt de gerbes du monde combattant et du souvenir français. Dépôt de gerbes de M. Sylvain Carrière, député de la 8e circonscription. Dépôt de gerbes de M. Houssen Bourgi, conseiller régional d'Occitanie, sénateur de l'Hérault. Dépôt de gerbes de M. Michel Arouy, maire de Frontignan-la-Pérade.
Drapeau au repos. Message des jeunes engagés dans le corps européen de solidarité. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui au nom des volontaires de Frontignan. Je m'appelle Jiří et je viens de la République tchèque. Je vous présente Lily de Belgique, Georgi de Géorgie, Markéta de la République tchèque, Camilla de l'Italie et Margot de Lituanie. 6 jeunes venus de 5 pays différents engagés dans le corps européen de solidarité. Nous sommes très heureux de vivre cette expérience en France et pouvoir aujourd'hui prendre part à ce moment de mémoire collective. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en ce 8 mai, jour marquant de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est un jour de mémoire, mais aussi de responsabilité. Nous nous souvenons des souffrances immenses endurées par des millions d'hommes et de femmes, soldats, résistants, déportés, civils, dont le courage et les sacrifices nous permettent aujourd'hui de vivre en paix. Mais cette paix, nous ne devons jamais la considérer comme acquise. L'histoire de l'Europe nous montre que la liberté n'a jamais été donnée, mais conquise souvent au prix fort. Bien avant 1945, les signes annonciateurs de la catastrophe avaient déjà frappé le continent. En Italie, dès 1921, dans la petite ville de Sarzana, les habitants ont opposé une résistance courageuse face aux premières violences fascistes. Nous rappelons qu'il est vital de ne jamais sous-estimer les premiers signaux du danger. Quelques années plus tard, en 1938,
la Tchécoslovaquie a connu une trahison amère avec les accords de Munich, où l'espoir d'éviter la guerre a conduit à la cession des Sudètes à Hitler. Une concession qui n'a pas empêché l'invasion totale du pays peu après. Puis vers 1945, la fin officielle de la guerre, mais pas pour tous. En Lituanie, le départ des troupes nazies a laissé place à l'occupation soviétique, avec son lot de répression, de déportation et de silence imposé. En Géorgie aussi, la paix n'a pas signifié la liberté. L'indépendance n'a été retrouvée qu'en 1941. Et encore aujourd'hui, une partie du pays est restée occupée. Et pourtant, l'Europe s'est reconstruite. La Belgique, elle, après avoir été lourdement marquée par l'occupation allemande, s'est tournée résolument vers l'avenir, en devenant le siège des institutions européennes. Elle incarne cette volonté de transformation, celle d'un continent qui, malgré ses cicatrices, a choisi l'union et la paix. Ces histoires, bien que diverses, forment un même récit, celui d'un combat long et continu par la liberté, la dignité et l'espoir. Mais la réponse ne se trouve pas dans l'isolement, elle se trouve dans l'engagement, l'écoute et la solidarité. Résister ne signifie pas seulement porter les armes, cela signifie aussi défendre chaque jour nos valeurs communes. Ce 8 mai, souvenons-nous, oui, mais surtout agissons pour que les mots « plus jamais ça » soient bien plus qu'un slogan, qu'ils deviennent un engagement vivant porté par chacun et chacune d'entre nous. Merci de nous avoir écoutés. Vive l'Europe, vive la Belgique et vive la paix. Ať žije Evropa, ať žije Česká republika, ať žije mír. Te gyvuoja Lietuva, te gyvuoja Europa, te gyvuoja taika. Viva l'Europa, viva la pace. Ideva Evropas, ideva Sakartvelos, ideva Pšidovas. Long live France, long live Europe, long live peace. Vous allez entendre le message de l'Union française et des associations de combattants UFAC et des victimes de guerre, lu par Madame Véronique Gauthier-Robergeon, présidente du Souvenir français, section 7 Frontignan. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. De renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par l'Europe en 1945. Portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de 1945.
La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Vous allez entendre la lecture du message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, lu par M. Jean-Louis Patry, conseiller municipal délégué à l'état civil, aux bâtiments communaux et aux devoirs de mémoire. Ouvrez le banc. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonnières, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés et torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération de la France. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce à au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France a décidé de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les guerres, les Français et les Françaises reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans le monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers les meilleurs de lui-même. Alors que le cycle des commémorations anniversaires de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où les menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Français et de Françaises a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Merci. Fermez le banc. Intervention de M. Sylvain Carrière, député de la 8e circonscription. Monsieur le sénateur, cher Hussein, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire, cher Michel, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs représentant les forces civiles et militaires, mesdames et messieurs représentant les anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames et Messieurs les volontaires européens, Mesdames, Messieurs, en ce 8 mai, nous nous retrouvons ici, à Frontignan-la-Pérade, pour commémorer une victoire qui a marqué à jamais l'histoire de l'humanité, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire sur le nazisme. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Ce jour mettait un terme à 6 années de guerre dévastatrice, mais surtout, il marquait la victoire des peuples libres contre une idéologie de haine, de domination et de mort qu'était le nazisme. Le nazisme n'était pas une idéologie abstraite. Il a produit les camps d'extermination, les déportations, la destruction des droits fondamentaux et l'asservissement de peuples entiers. Le nazisme n'était pas seulement une armée, c'était une machine de mort. C'était Auschwitz, c'était la traque de juifs, de roms, des homosexuels, des résistants, des handicapés, des opposants. C'était l'humiliation, la torture, la négation absolue de la dignité humaine. Nous commémorons donc aujourd'hui la capitulation d'un régime responsable de plus de 60 millions de morts. Une telle victoire face à un régime d'extermination de masse hors de ses frontières a donc une valeur universelle et nous rassemble. Le devoir de mémoire du 8 mai 1945 est fondamental, car l'ennemi vaincu ce jour-là n'a pas été vaincu définitivement. Nous assistons aujourd'hui à ces résurgences. Le racisme, les discours de haine font malheureusement surface. Il est de notre devoir de nous souvenir. Se souvenir que le nazisme n'est pas né en un jour. Il a prospéré dans le silence et l'aveuglement, avec le soutien de certains puissants. Se souvenir, non pas pour reporter sur les générations qui nous précèdent les devoirs qui nous incombent, mais par acte de vigilance pour le présent et le futur. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous ne célébrons pas seulement une victoire militaire. Nous célébrons la victoire de l'humanité sur la barbarie, la victoire de la liberté sur l'oppression. Ici, à Frontignan-la-Pérade, comme dans tant de communes françaises, la guerre n'a pas été une réalité lointaine. Elle fut présente dans la vie quotidienne. Les jeunes lapéradois envoyés comme prisonniers en Allemagne, les écoles occupées par les troupes allemandes, les métairies réquisitionnées, le pont de la Pérade dynamité par l'armée allemande dans sa retraite au cœur de la nuit du 20 août 1944. Et face à cela, des femmes et des hommes se sont levés. À Frontignan-la-Pérade, certains ont résisté dans les maquis, dans les réseaux de renseignement, à travers d'actes du quotidien. D'autres ont souffert sous les bombes, comme lors du terrible bombardement du 25 juin 1944. Toutes et tous ont porté, à leur manière, une part de cette lutte immense et salutaire. Aujourd'hui, nous devons rendre hommage à celles et ceux qui ont subi la guerre, qui l'ont combattue, à celles et ceux qui ont fait le choix du courage, quand d'autres cédaient à la peur ou à l'idéologie. C'est pourquoi commémorer le 8 mai, c'est refuser l'oubli, c'est refuser la banalisation, c'est dire aux jeunes générations, vous êtes les héritiers d'une victoire qui n'a de sens que si elle est défendue, chaque jour, dans vos actes, dans vos choix, dans votre vigilance. Aujourd'hui, nous honorons les résistances, nous honorons le courage de celles et ceux qui ont dit non, et nous affirmons avec force que jamais nous ne laisserons les idées du nazisme ou leur héritière prendre racine sur notre sol. Lucie Aubrac disait « Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ». Elle avait raison. Résistons. Résistons chaque jour pour ne pas revivre ces terribles périodes. Alors, oui, en ce 8 mai, souvenons-nous, mais surtout, engageons-nous. Engageons-nous pour la paix, engageons-nous pour la justice, engageons-nous pour la fraternité, car c'est à travers nos paroles, nos actes et notre mémoire que la victoire de 1945 reste une victoire d'aujourd'hui. Souvenons-nous à tout jamais du sacrifice de ces hommes et de ces femmes ordinaires, de nos héros de guerre. N'oublions jamais le prix de la guerre, des absurdités qui peuvent l'entraîner et de l'irréversibilité de ses conséquences. À l'heure où certains va-t-en-guerre semblent vouloir à nouveau battre les tambours, qu'ils prennent conscience du poids des mots, qu'ils prennent la mesure de ce qu'un conflit armé signifie. Alors, en ce 8 mai, célébrons nos disparus et souvenons-nous pour ne jamais oublier, pour ne jamais reproduire les erreurs du passé.
Le nazisme a été vaincu en 1945. À nous de faire en sorte qu'il ne revienne jamais sous d'autres visages. Souvenons-nous, transmettons, résistons. Vive la paix, vive Frontignan-la-Pérade, vive la République, vive la France. Intervention de M. Houssen Bourgi, conseiller régional d'Occitanie, sénateur de l'Hérault. Monsieur le député, cher Sylvain, monsieur le maire, cher Michel, à travers toi, c'est l'ensemble du conseil municipal de Frontignan-la-Pérade que je voudrais saluer. Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des associations mémorielles patriotiques, merci de votre présence fidèle, messieurs les porte-drapeaux, madame. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de participer à cette cérémonie à vos côtés aujourd'hui pour ce 80e anniversaire de la victoire des Alliés du 8 mai 1945. Beaucoup de choses ont été dites depuis le début de cette cérémonie, mais permettez-moi de remonter un peu plus avant dans le temps. S'il y a eu le 8 mai 1945, c'est parce qu'avant, il y a eu le 27 janvier 1945 et la libération du camp d'Auschwitz et la découverte de l'entreprise génocidaire et concentrationnaire dont on ne mesurait pas l'ampleur. Et avant le 27 janvier 1945, il y a eu le 18 juin 1940 et l'appel du général de Gaulle. Et avant le 18 juin 1940 et l'appel du général de Gaulle depuis Londres, il y a eu le début de la guerre, qui a débuté au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne vaincue avait nourri le souhait de prendre sa revanche. C'est ainsi que le nationalisme s'est installé dans les esprits en Allemagne. C'est ainsi que l'industrie allemande a été mobilisée, l'industrie allemande militaire en particulier. C'est ainsi que la guerre s'est installée dans les esprits, dans les cœurs et dans les foyers du peuple allemand. Il a fallu ensuite qu'un homme politique minoritaire dans l'opinion, marginal, soit accompagné par l'indifférence d'une partie du peuple allemand, soutenu par un certain nombre de décideurs du monde économique et financier en Allemagne pour qu'ils puissent accéder aux plus hautes responsabilités dans ce pays. Et très rapidement, le projet idéologique qu'il avait bâti, qu'il avait conçu, a été mis en œuvre. Je pense en particulier à la première autodafé qui a eu lieu à Berlin le 6 mai 1933, lorsque les jeunesses hitlériennes ont débarqué dans un lieu qui était celui d'un endroit où on soignait, le centre de Magnus Hirschfeld, qui était un militant social-démocrate, mais qui était surtout médecin, et qui était sexologue, et qui avait le tort de pratiquer des avortements clandestins, ce qui a été considéré comme une marque d'opposition à l'idéologie en place. Les jeunesses hitlériennes sont arrivées dans son centre, Magnus Hirschfeld à Berlin, avec des brouettes, et ils ont embarqué près de 10 000 livres qu'ils ont rassemblés sur la place de l'Opéra à Berlin avant d'y mettre le feu. Mettre le feu aux livres, mettre le feu à la pensée, mettre le feu à la connaissance. Aujourd'hui, il y a certains pays dans le monde où cela se passe. Peut-être de manière moins spectaculaire, mais lorsqu'on expurge des sites internet de certaines œuvres, de certains travaux universitaires, de certains mémoires, de certaines thèses, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en 2025. Il y a des pays où il y a une pensée unique qui s'installe, 80 ans après. N'allons pas chercher bien loin. Allons du côté de certaines théocraties islamistes, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. C'est ce qui s'y passe aussi. Bref, lorsque la guerre est déclarée, une partie de la France se réfugie dans l'indifférence. Une autre partie de la France, dans le sillage de Pétain, s'engage dans la collaboration. Et il y a une minorité de Français et de Françaises, des patriotes, venus de tous bords, qui entendent l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 et qui s'engagent dans la résistance. Permettez-moi de les saluer. Qu'ils aient été des militaires, des fonctionnaires, et vous le savez bien, les militaires et les fonctionnaires n'ont pas vocation à désobéir. Mais ce jour-là, c'est leur conscience qui leur a
imposé de désobéir aux ordres. Il y avait ensuite ces ouvriers, communistes pour beaucoup d'entre eux, syndicalistes de la CGT, qui ont agi avec les moyens qui étaient à leur disposition, en sabotant des lignes de chemin de fer, en empêchant l'avancée de l'armée ennemie. Il y avait des hommes de la bourgeoisie, des chrétiens démocrates, de sensibilité de droite. Si pour les communistes, je peux citer l'exemple du jeune militant Guy Môquet, pour la droite, je peux citer Pierre Brossolette. Pour les radicaux de gauche, je peux citer Jean Zay. Et pour les socialistes, j'aurais pu citer Léon Blum et tant d'autres. À travers ces quelques noms, c'est pour vous témoigner de la diversité de la résistance en France. Il y avait des personnalités connues, il y avait des petites gens, au sens le plus noble du terme. Ces petites gens dont les noms ornent ce monument. Dans notre département de l'Hérault, la résistance, elle a été incarnée par deux hommes. Jean Ben, à l'époque maire de Pézenas, et un militaire, Jean Girvès. C'est comme ça qu'ils vont créer le maquis de la Tourette dans le département de l'Hérault. Et c'est ainsi qu'ils vont structurer la résistance, lui donner du corps, lui donner les moyens, à l'image de ce qu'un enfant de l'Hérault, le fils de Béziers, le martyr de la résistance, Jean Moulin, avait fait en réunissant tous les partis et tous les syndicats qui participaient à la résistance dans la région lyonnaise. Le Conseil national de la résistance, voulu par le général de Gaulle, mis en œuvre par Jean Moulin, a trouvé sa traduction dans tous les départements, dans toutes les communes, dans toutes les villes et dans tous les villages de France. La résistance, c'était aussi, c'est juste parmi les nations. C'est juste parmi les nations qui ont caché des juifs, des familles juives, des enfants juifs. Ils sont plusieurs dizaines de familles dans le département de l'Hérault. Nous leur devons reconnaissance et gratitude. Lorsqu'une partie de la France sombrait dans la collaboration, il s'est trouvé ici ou là des femmes, des hommes, pour tenir haut et fort les couleurs et les valeurs de la France. Ils sont les symboles de cette résistance citoyenne. Ils sont une lumière dans la nuit qui nous éclaire pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Vous l'avez compris, ces cérémonies des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire des Alliés, nous la devons aux résistants français, mais nous la devons aussi à nos alliés. Cela a été rappelé. Les Américains, bien entendu, les Britanniques, les soldats soviétiques, envers lesquels nous avons une dette éternelle. Mais nous la devons aussi à d'autres, que l'histoire oublie parfois, que l'histoire efface souvent. Je voudrais parler des républicains espagnols qui avaient combattu Franco, qui s'étaient retrouvés en France, qui n'avaient pas nécessairement été bien accueillis. Mais lorsque la France a été menacée, ils étaient aux avant-postes de la résistance, parce que le nationalisme qu'ils avaient combattu en Espagne, ils ne pouvaient pas le tolérer et l'accepter en France. Et je voudrais le rappeler, la libération de Paris, la première armée française rentrée à Paris, c'était certes celle d'un maréchal français, mais conduit avec la 9e division blindée, composée à 90% de républicains espagnols. La libération de Paris, nous la leur devons aussi. Je voudrais naturellement m'éloigner un peu des frontières européennes pour aller m'intéresser à ce qui s'est passé avec les troupes de l'Empire colonial. Ces hommes qu'on a mobilisés, qui venaient d'Indochine, ces hommes qu'on a mobilisés, qui venaient d'un pays qui est très cher à mon cœur, puisque j'y suis né et que j'y ai vécu, les tirailleurs sénégalais. Je voudrais aussi évoquer ces militaires qu'on avait mobilisés en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc. La libération de la France, c'est à tous ces hommes, c'est à toutes ces familles que nous la devons. Ça, c'est l'histoire. Je viens de la rappeler, mais vous la connaissez certainement toutes et tous. L'histoire de la résistance, c'est celle d'hommes et de femmes venus des deux rives, de la gauche, de la droite, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. C'est l'histoire de Missak Manouchian et de ces résistants arméniens qui avaient choisi la France comme seconde patrie. C'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient la foi. Et je pense en particulier à l'abbé Paul Barguel, à Montpellier, curé emblématique de Sainte-Bernadette, qui a été arrêté dans son presbytère, parce qu'en homme d'église, il avait lui aussi répondu à l'appel de sa conscience pour cacher des juifs et des résistants. Il a été déporté et il est revenu. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a porté témoignage de tout cela.
Bref, tout ce rappel étant effectué, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour aujourd'hui et pour demain? Les enseignements, ils sont là, devant nous. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, lorsqu'un pays, la Russie, qui était notre allié hier, je l'ai rappelé tout à l'heure, et au peuple duquel nous avons, vers le peuple duquel nous avons une reconnaissance éternelle, mais lorsque la Russie enfreint les droits internationaux, va occuper, annexer, enlever des enfants nés en Ukraine, ça doit nous rappeler de mauvais souvenirs. C'est comme ça que les génocides commencent. C'est comme ça que les petites violations du droit international deviennent demain un crime devant l'humanité. Ce qui se passait il y a encore quelques années sur le continent européen, en ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, et d'une certaine façon à Gaza, doit interpeller nos consciences. À chaque fois qu'il y a une violation du droit international, à chaque fois que des hommes et des femmes, à chaque fois que des enfants sacrés, privés de nourriture, privés de soins, c'est plus subtil, mais les conséquences sont les mêmes. Nous devons nous insurger, nous les élever avec la même force. Parce qu'effectivement, si jamais nous ne le faisons pas, que vaudront nos paroles? Que vaudront nos indignations? Mais mademoiselle, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous avez dit, résister, ce n'est pas uniquement prendre les armes. Oui, mademoiselle, résister, c'est un état d'esprit. Résister, c'est ne jamais se résigner. C'est ne jamais renoncer. C'est avoir toujours la conscience vivante, car nous sommes les héritiers, les dépositaires, chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit notre trajectoire familiale, quelles que soient nos responsabilités dans la société. Nous sommes tous et toutes dépositaires de cette histoire et de cette mémoire qu'il nous appartient de transmettre aux générations actuelles. Et merci beaucoup, cher Michel, à toi et à ton équipe, à travers cet exemple que vous nous présentez ici, à Frontignan-la-Pérade, accueillir des jeunes venant de 5 pays de l'Union européenne. Vous incarnez cette Europe que nous voulons. Vous incarnez cette coexistence pacifique que nous voulons. Et vous vous incarnez à travers vos mots, à travers vos accents, à travers vos langues nationales, l'amour que vous avez pour votre pays. Oui, on peut être européen en étant patriote. Et on est beaucoup plus européen lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on aime sa patrie, lorsqu'on connaît l'histoire de son pays. Nous sommes tous et toutes fiers de l'histoire de notre pays, chacun et chacune à votre manière. Nous sommes français, fiers de l'histoire de notre pays, et nous sommes heureux, honorés de pouvoir parler en français, heureux et honorés de pouvoir porter cette écharpe bleu, blanc, rouge. Car si la France avait été vaincue, je ne suis pas persuadé que 80 ans après, il y aurait encore ici, sur cette place de la Pérade, des élus qui portent une écharpe bleu, blanc, rouge et qui s'adressent à vous en français. C'est cela l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle doit nous habiter, elle doit éclairer nos consciences. Et je terminerai en vous disant ce que nous faisons aujourd'hui, ici à la Pérade, comme dans beaucoup de villes et de villages en France. C'est tout simplement faire ce que Paul Valéry, un poète sétois, disait. Commémorer, finalement, c'est conjuguer le passé au présent. Commémorer, c'est conjuguer le passé au présent. Je viens de vous parler du passé, je vous parle du présent. Et je pourrais surtout vous dire, pensons et bâtissons l'avenir ensemble. Bref, si je le fais, c'est parce qu'un autre poète, Paul Éluard, disait, au propos des déportés, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Nous aurions pu uniquement nous contenter de parler de la victoire des forces alliées. Parfois, ça arrive dans certaines cérémonies. Et pour moi, lorsqu'on parle uniquement de la victoire et de la guerre et qu'on ne parle pas des victimes et des déportés en particulier, c'est que l'écho de leur voix a commencé à faiblir. C'est la raison pour laquelle je m'attache à chaque fois que j'en ai l'occasion à évoquer le martyre de ces déportés, tziganes, communistes, gaullistes, résistants, syndicalistes, juifs bien sûr, homosexuels. Vous l'avez compris, c'est un moment de communion laïque entre les Françaises et les Français, avec leurs amis que vous incarnez ici, mesdames et messieurs. Parce que le maréchal Foch disait, c'était un des grands maréchaux de France, qui disait « Un homme sans mémoire est un homme sans vie, et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Monsieur le maire, quand je vois la population rassemblée ici à la Pérade, lorsque je vois le conseil municipal au complet ici, cela me fait chaud au cœur. Parce que lorsque je vais dans certaines cérémonies, il y a à peine le maire et l'élu délégué aux commémorations. Et finalement, les cérémonies sont faites comme étant un passage obligé, comme étant une obligation protocolaire.
Ici, lorsque je vois le conseil municipal au complet, lorsque je vois l'ensemble de ces porte-drapeaux et lorsque je vois la population présente ici, je me dis que finalement vous avez entendu et répondu au message du maréchal Foch. Ici à Frontignan-la-Pérade, la mémoire elle est vive, elle est vivante. Et c'est une commune qui a un bel et long avenir qui l'attend. Merci à tous et à toutes de votre attention. Vive Frontignan, vive la Pérade, vive Frontignan-la-Pérade, vive la République, vive la France et vive l'Europe. Intervention de M. Michel Arouy, maire de Frontignan-la-Pérade. Monsieur le sénateur, mon cher Hussein, merci pour ton discours engagé. Tout comme merci, monsieur le député, aussi de votre présence, mon cher Sylvain, aussi pour tes paroles. Mesdames et messieurs, les élus de Frontignan-la-Pérade, chers collègues, monsieur le représentant du département de l'Hérault, mon cher Jean-Franck Capellini, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers de Frontignan venus en nombre ce matin, mesdames et messieurs les représentants de la police municipale et nationale, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous sommes réunis comme chaque année pour commémorer le 8 mai 1945, jour de la victoire des Alliés sur le nazisme, jour de la fin du conflit en Europe qui a coûté la vie à plus de 60 millions de personnes civiles et militaires, 35 millions de blessés, 3 millions de disparus et qui a profondément marqué notre mémoire collective. En ce jour de souvenir, nous rendons bien évidemment hommage à toutes celles et tous ceux qui ont combattu, résisté, souffert ou péri pour la liberté et pour que cette liberté triomphe. La nuit du 7 au 8 mai 1945 restera à jamais une date clé de notre histoire. Elle marque le moment où le général Jodl, chef d'état-major de l'armée allemande, signa au quartier général des forces alliées du général Eisenhower à Reims la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce matin, nous sommes tous réunis devant notre monument aux morts ici, à la Pérade, érigé pour la petite histoire à proximité du lieu où le 28 juin 1940, Paul Reynaud, déchu de ses fonctions de président du Conseil, fuyant le régime vichiste, fut victime d'un grave accident de la route qui coûta la vie à sa compagne et le conduit directement vers une incarcération imposée par le maréchal Pétain. En ce lieu de mémoire, fiers des noms gravés sur le marbre de cette stèle de granit, nous pensons aux soldats et aux résistants frontignanais-la-péradois tombés sous les balles ennemies, mais aussi évidemment aux nombreux citoyens de notre ville morts ou blessés lors du bombardement allié du 25 juin 1944. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de sévérité qu'au mois de mars dernier, j'ai procédé avec monsieur le préfet à l'opération de déminage d'une bombe tombée sur le site ExxonMobil, événement qui nous replongea 80 années en arrière dans cette époque terrible où Frontignan et ses habitants payèrent le prix fort et cher de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Notre commune se souvient et honore toutes les victimes tombées au combat régulier, tombées en résistant, mortes en déportation, exécutées, assassinées, bombardées ou enrôlées contre leur gré. Nous sommes réunis pour faire part de notre reconnaissance éternelle à celles et ceux qui ne se sont pas résignés, que ce soit en servant dans les armées de la France combattante ou dans les maquis, ou encore à bras nus, à voix nue, pour les actes du quotidien. En France,
Cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar, bien évidemment, et ça a été rappelé du général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays, en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et ces femmes, différents par leurs origines, leur histoire, leur parcours, mais réunis par un idéal commun. La France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rôle dans le concert des nations. Leur exemple a toujours et est toujours d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation, riche de son histoire, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. La ville de Frontian-la-Pérade exprime aujourd'hui, comme chaque année, sa gratitude aux troupes dites coloniales, et notamment la première armée commandée par le général de Lattre de Tassigny et ses soldats, venus d'Afrique, du Maghreb, des Antilles, d'Indochine, du Pacifique et de l'océan Indien, sans l'héroïsme et l'abnégation desquels la France ne serait pas assise à la table des vainqueurs. Ils étaient des combattants sur un sol que bien souvent ils foulaient pour la première fois. Nous leur devons la libération de notre pays, de notre région et de notre ville. Évidemment, notre ville est aussi reconnaissante envers les troupes alliées nord-américaines et britanniques venues libérer notre pays, terrassant en quelques mois toute l'armée allemande et le Troisième Reich. Souvenons-nous de ces paroles du général Eisenhower. Chaque fois que je pense à ce jour du 6 juin 1944, je me dis à moi-même que je dois trouver quelques moyens de travailler à la paix afin que le monde connaisse une paix éternelle. J'aurais évidemment une pensée émue pour les victimes de la Shoah, les déportés, les fusillés et toutes les victimes de la folie nazie. Leur mémoire nous oblige à rester debout et à continuer à résister contre les idées nauséabondes du fascisme, du racisme, de l'homophobie et de l'antisémitisme. Célébrer le 8 mai, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi porter une vigilance constante sur le présent. Dans un monde où les conflits armés se multiplient, où le nationalisme progresse, où des peuples meurent sous les bombes, notre responsabilité est grande. Nous le savons, la paix n'est jamais acquise. Le conflit sanglant en Ukraine nous rappelle que le danger est à nos portes et qu'il est toujours possible que notre pays soit confronté dans les années à venir à un retour de la guerre très proche. Aussi, dans ce contexte fragile et incertain, nous nous devons de réaffirmer notre attachement inconditionnel au droit international, aux valeurs de paix, de liberté, de dignité et de souveraineté. 80 ans après, et à l'heure où nos démocraties occidentales traversent des zones de turbulence, je formule le vœu que l'engagement exemplaire de celles et ceux qui ont fait triompher en 1945 la démocratie, les droits humains les plus élémentaires et l'idée européenne continue de donner le goût de la citoyenneté et de l'engagement aux jeunes citoyens d'aujourd'hui et de demain, à l'exemple de nos volontaires européens que je remercie au nom de nos concitoyens et de la ville pour leur discours à la fois en excellent français, mais surtout sur le message que vous avez véhiculé ce matin. Un grand merci à vous au nom de l'ensemble de nos concitoyens. Pour finir, je citerai François Mitterrand, qui s'était rendu en Allemagne pour commémorer le 50e anniversaire de la fin de la guerre. Lors de son discours, comme président de la République, il déclara « L'Europe, nous la faisons, restons fidèles à nous-mêmes, relions le passé et le futur, et nous pourrons passer l'esprit en paix
le témoin à ceux qui nous suivront. C'est le message que nous devons aujourd'hui véhiculer. Vive la paix, vive Frontignan-la-Pérade, vive la République et vive la France. Remerciements aux porte-drapeaux et aux autorités. Cette cérémonie s'achève. Dispositif préparatoire au retour à la salle François Bouvier-Donat, où un vin d'honneur clôturera cette cérémonie. Dans l'ordre, les drapeaux, les autorités, le public. Merci de votre attention.